Bonjour Maëlys. Bonjour. On part à ta rencontre et à celle de ton œuvre. C'est le troisième ouvrage que tu proposes après les carnets du botaniste et les enfants de Tot. Tout à fait. On fait la connaissance de Odane. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Je fais un petit résumé pour ceux qui sont en train de nous regarder. Si j'ai bien compris l'histoire, on suit une ado, vraiment une bonne fille. Elle est sympa en fait, Odane, mais c'est une ado. C'est une ado. Mais une ado pas comme les autres. Voilà. Parce On va dire qu'il ça. s'agit d'une orque. Et dont la frustration, surtout familiale, lui fait perdre les pédales parfois et l'amène à des actes de violence. La rencontre inattendue avec Maître Borine, qui est un nain, dont la tribu a combattu avec rage la sienne, l'amène à décentrer sa colère, à gagner en maturité et pour atteindre ses objectifs au final, Tout à fait. et dans les règles. Tout à fait. Et par la suite peut-être élargir son horizon. Alors, tout d'abord, comment es-tu venue au manga ? Alors c'est un parcours alambiqué, mais voilà, souvent. Déjà je fais partie de la génération Club Dorothée, donc j'ai mangé de l'animation japonaise en fait, sans vraiment le savoir à l'époque. Je regardais des dessins animés juste, c'est tout. Voilà, Club Dorothée avec les Nicky Larson, Sailor Moon, Dragon Ball, c'était les trois principaux, mais il y a eu plein d'autres œuvres qui sont passées aussi par la suite. Donc ça c'était vraiment le fond, le début on va dire, de mon contact avec la culture japonaise et le côté geek de la culture japonaise on va dire. Et le manga papier il est arrivé vachement plus tard, il est arrivé je pense que j'étais déjà au lycée où j'ai découvert que ce que je voyais à la télé existait sous format BD aussi. Voilà, ma culture BD jusqu'alors c'était vraiment la culture BD franco-belge avec les Astérix, Tintin, Spirou et Fantasio, même un peu de comics avec Rahan, mais j'avais jamais lu de manga papier jusqu'à l'année lycée. C'est tout naturel. Dans les années 90, tu n'y avais pas forcément accès facilement. C'est ça, on n'était pas encore dans la pleine vogue comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et par contre, ce qui se passait pour moi, c'est que je dessinais depuis que je sais tenir un crayon, et quand j'ai vu ce qu'on était capable de raconter avec des dessins, là, ça... je me suis dit, waouh, il existe tout un monde qu'il faut que je découvre encore. Et après, c'est sur le plan personnel où le chemin, la décision de devenir artiste à temps plein, elle a été très longue à prendre. Il a fallu combattre plein de préjugés, notamment le côté à la rue, sous les ponts, ce qui n'est pas le cas, je suis pas à la rue et pas sous les ponts. Et voilà, et aujourd'hui je me retrouve avec mon troisième ouvrage, et cette fois-ci, je dis un vrai parce que les deux premiers, c'est pas que c'est pas des vrais, mais ils font moitié moins de pages que celui-ci. D'accord, oui, celui-là est peut-être encore plus abouti par rapport aux autres. Est-ce que tu veux le montrer à l'image ? Carrément, voilà. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Donc voilà, Odane est à la gauche, à ta droite, du coup. Tout à fait, ici. Voilà, et donc on aperçut son père et Maître Borine. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc la petite épaisseur, donc imaginez-vous que... un one-shot. Un one-shot, voilà. Parce que pour l'instant, moi je considère que je suis toujours en formation d'une certaine manière, et je me sens pas encore à l'aise à l'idée d'écrire une très longue série. Donc les deux premiers ouvrages que j'ai fait, pareil, ce sont des one-shots aussi. Et sauf que j'ai augmenté en fait le nombre de pages au fur et à mesure. Mais là j'ai passé un cap parce qu'il y a 100 pages de plus que le dernier que j'ai sorti. C'est du sérieux, ouais. Et c'est bien. Oui. C'est un très bon exercice en fait, je trouve, le one shot. Oui, parce que ça oblige à une certaine manière à être concis dans ce qu'on raconte. Et bon, avec le nombre de pages, on a quand même la place. Là, moi, je me suis sentie vachement à l'aise justement avec Odane. J'ai eu la place de la développer comme je voulais. Et ça permet d'arriver très vite à un résultat fini. Enfin, très vite. J'y ai passé une année quand même dessus. Mais on arrive assez rapidement à un résultat fini. Chose qui, pour moi, c'est mon point de vue, mais pour l'instant, avec une série, le résultat fini, il met beaucoup plus de temps à arriver forcément, puisqu'on va faire plus d'un seul tome. Et ce côté travail fini, pour moi c'est important, pour le recul que je peux avoir après sur mon propre travail, et pour vérifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux faire les choses différemment, voilà. D'accord, oui, c'est vrai qu'un artiste se met souvent en question, se questionne, ça c'est vrai que c'est important, on peut pas faire autrement pour avancer comme ça. Moi ça me paraît essentiel, si on se contente
continuer de faire ce qu'on sait déjà faire, finalement, même pour nous, ça peut devenir très vite barbant, lassant. On peut rentrer dans une routine et moi, la routine, ça tue ma créativité. Donc, je suis obligée d'aller chercher, voilà, être vraiment la fouine dans mon travail et de regarder, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. En vrai, c'est pas si difficile que ça. Maintenant que c'est fini, quand je voulais pas, je fais ça, j'aurais pu le faire différemment. Voilà. On a toujours un autre regard un peu plus circonspect sur son œuvre. Il y a toujours, mais sinon, on n'en finirait pas. Alors voilà, il faut trouver le juste équilibre entre refaire sans cesse ou ne rien refaire. Il faut arriver à être dans un espèce d'entre-deux. Et ça demande d'apprendre le lâcher-prise. Donc là, j'ai beaucoup appris avec Oden, le lâcher-prise, parce que si je m'étais écoutée, je pense que ça aurait pris plus de temps encore que ce que ça a pris. Mais il y a un moment, voilà, le fait d'avoir un éditeur aussi, ça m'a permis d'avoir la deadline qui a été quand même mangée. Mais comme il y avait cette deadline-là, voilà, il y a des moments où je pouvais pas sans cesse refaire ou repenser les choses. Et il a fallu avancer, faire les choses, on y va, et on verra bien ce qui arrive au bout, quoi. Donc une révélation, le manga, voilà, tu y es arrivé, tu dis ok, je me sens capable de faire ça, je me lance. Est-ce que c'était vraiment en autodidacte ou par voie traditionnelle à l'école? Bon, là c'est pareil, mon parcours en tant qu'étudiante, elle est complètement il est parti dans tous les sens. Donc j'ai pas du tout étudié ni les arts, ni le dessin, ni le manga pendant mes études. J'étais plutôt dans les sciences en fait avant ça. Mais par contre, comme je disais, le dessin, ça a toujours été mon truc. Donc le fait d'avoir consommé aussi énormément de mangas, c'est que j'ai commencé à m'approprier un peu les codes justement de ce genre. Et dans un travail précédent que je faisais avant de me lancer là-dedans, j'ai eu l'opportunité de partir quelques fois au Japon et d'avoir des petites formations de 10 heures par une mangaka professionnelle. Et c'était génial, j'ai appris. Alors, pardon pour le vocabulaire, j'en ai chié. Parce que c'était une formation de 10 heures, mais derrière il y avait 60 heures de travail à fournir. C'était très très intense, mais hyper formateur en fait. Et oui, je pense que les bases que j'ai, qui sont, je pense, solides sur le manga, ont été acquises grâce à ces cours-là. Ça c'est super. Donc ensuite, comment t'es venue cette histoire d'orque? Parce que ça viendrait pas forcément à l'idée d'une autrice lambda, on va dire, de s'attaquer à ce genre de créatures costauds. C'est vrai. Il y a plusieurs choses. Déjà, je suis une fan absolue du Seigneur des Anneaux. Ah voilà. Voilà. Alors, je dis fan absolue, c'est quand même beaucoup les films. J'ai lu les livres quand même, parce que j'aime bien justement voir comment les choses sont adaptées. Et je trouve que le travail qu'a fait Peter Jackson sur les films rend plus qu'hommage en fait aux livres et les met encore plus en valeur que ce qu'ils sont réellement. Et j'ai découvert à travers le Seigneur des Anneaux le monde du médiéval fantastique en fait et toutes ces différentes races, donc les nains, les elfes, les orques, les humains, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était déjà très intéressant comme façon d'aborder un nouveau monde en fait. On peut retrouver, je trouve, plein de caractéristiques similaires à notre monde à nous, et en même temps on peut s'évader parce que c'est notre monde mais sans être notre monde en fait. C'est comme ça que j'ai ressenti en tout cas le Seigneur des Anneaux. Et ensuite il y a eu le film Warcraft, de la licence World of Warcraft, qui a mis donc en opposition les hommes et les orques, et là je me suis dit oui, les orques carrément, pourquoi on s'y intéresse pas? Ils sont quand même vachement cool. C'est le côté brut, vraiment très volumineux et brut, voilà, je trouvais que c'était un côté très intéressant à exploiter, à utiliser. Et comme j'avais envie de parler de la colère, parce que ça m'arrive très souvent de me mettre en colère en fait, donc c'était quelque chose que j'avais repéré chez moi. Je me suis dit je vais parler de ça, et je trouvais que les orques ça leur allait bien en fait. La colère, c'est comme on les considère comme une race assez violente, enragée même, la colère ça me paraissait être une bonne association en fait. Donc voilà, je suis arrivée avec ces bagages-là sur le monde des orques. C'est vrai, ils ont un sacré tempérament, une force herculéenne, et surtout on voit que tu as construit, et là tu en parlais très bien tout à l'heure, un véritable lore quand on voit derrière la jaquette la carte que tu as dessinée, vraiment le coin des hommes, le coin des orques, le coin des nains. C'est intéressant, on voit que c'est vraiment bien construit, et il y a donc un background. D'où est-ce que ça te vient,
tout ça? Tu as pioché à droite à gauche, donc Le Seigneur des Anneaux, Warcraft. Ouais, en fait, déjà, il faut savoir que je suis intéressée par énormément d'univers. Dans ma tête, il y a pas qu'un seul univers. Donc les deux premiers one-shots que j'ai rangés quelque part, il faudrait que je les sorte, sont dans deux univers déjà différents. Et donc là, j'attaque un troisième univers. Et donc, comme il y a déjà cette multitude d'univers qui existent dans ma tête, c'était pas si compliqué pour moi d'imaginer un monde où il y avait plusieurs univers dans le même monde. Donc, d'ailleurs, tu es au rayon fantastique, ça me paraît être parfait. Mais carrément, trop bien. C'est vraiment le parfait emplacement là, nickel. Et ouais, je pense que c'est l'astuce qu'a trouvé mon cerveau pour dire comment je peux réunir tous ces univers qui gravitent dans ma tête, comment je peux les réunir pas dans une seule œuvre, parce que là, pour l'instant, on voit que les orques et les nains, mais bon, j'ai des projets. C'est ce que je m'en doute. Alors, quand on voit Odan, on l'analyse d'abord comme une jeune fille pleine de colère, ce qui est souvent propre à l'adolescence, parce qu'on ne répond pas à ses questions, parce qu'elle attend de l'attention et de la tendresse de la part de son père qu'elle ne reçoit pas. Donc elle est pleine de frustration, et grâce à sa rencontre avec Maître Borin et grâce à la vieille guérisseuse du clan, elle gagne en sagesse, elle tempère son caractère donc pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et là, on est vraiment dans une approche d'aventure qui parlera aux jeunes, pour faire un parallèle, donc comme tu disais, avec la vraie vie, la façon dont on peut s'accomplir sans s'énerver, avec pratique. Et c'est ça ta morale de l'histoire, ça touche a priori un jeune public, on peut commencer à lire le manga à partir de 8 ans, a priori. A priori, ouais, c'est ce que m'a dit mon éditeur, qu'a priori à partir de 8 ans ça pourrait se faire. Moi, quand j'ai écrit l'histoire, vraiment, là, ça fait peut-être un peu égocentré, mais je l'ai écrite pour moi, pour réfléchir autour de cette histoire de colère. Et en fait, le plus j'y réfléchissais, le plus j'observais ce qui se passait autour de moi aussi, parce que vous posiez la question tout à l'heure de quoi je me nourris. Je me nourris aussi de ce qui se passe dans le monde réel. Il y a de quoi faire, pas seulement ce qui se passe dans ma tête. Et oui, la colère, je peux la voir assez souvent dans plein d'événements, de gens, de choses. Et donc finalement, c'est un sujet qui va être un peu universel. Ça va pas forcément toucher que le jeune public, mais le fait que ce soit alors moi je la vois plus comme une vieille ado, on va dire. Elle n'est pas encore tout à fait adulte, mais elle est pas plus complètement dans l'adolescence, Odan. Mais quand même, comme ça reste une jeune. C'est le passage du rite. Oui, c'est ça. Il faut imaginer que c'est un peu comme si. Ouais, c'est ça. C'est comme si elle avait tout d'un coup, elle avait entre 18 et 21 et que pour officialiser ça, elle fête pas son anniversaire, non. Il faut qu'elle passe le rite. Voilà. Mais ouais, le fait que ce soit une jeune, ça va probablement, je pense, aider les jeunes lecteurs à s'identifier. Enfin, en tout cas, je l'espère. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je vais quand même te poser la question, de qui tu te sens le plus proche comme personnage dans ton manga? Oh, très bonne question. Ah, très bonne question. Je vais tricher, c'est un mélange entre Odan et Arag, son père, du coup, un mélange entre les deux protagonistes, c'est ceux dont je me sens le plus proche. Ils ont une approche des événements au niveau du ressenti qui clairement vient de moi, hein, donc ouais, c'est eux c'est mes petits chouchous. Ils ont morflé dans l'histoire, mais c'est mes petits chouchous. Ouais. Oui, c'est vraiment une relation je t'aime moi non plus. Hein. Oui, ouais, clairement. Mais il y a la relation père-fille qui est très souvent une relation compliquée. Il y a cette fameuse colère qui s'installe. Si on comprend pas d'où elle vient, cette colère, quelque part on ne communique qu'avec ça, et on peut se laisser manger complètement par ça. Et puis après, donc le père, s'il est si terrible avec elle, c'est parce qu'il souffre encore de la perte de sa femme, donc du deuil. Et ça aussi, ça peut être quelque chose qui se met en travers forcément des relations, puisque ce que j'ai pu comprendre avec mon âge avancé, c'est que quand on est occupé à souffrir, on ne se rend pas compte du manque de communication qu'on peut avoir envers les autres, mais ce qui est normal, hein, c'est notre souffrance qui prend le dessus, et tant qu'on n'a pas alors je dis pas guéri parce que c'est pas forcément ça, mais tant que cette souffrance est encore trop vive, la seule chose qu'on peut faire, c'est la supporter, attendre que ça passe, laisser passer du temps, et ensuite éventuellement revenir à une communication
tempéré. Mais ça demande aussi de reconnaître qu'on est en train de souffrir, et ça c'est un travail qui chez certaines personnes peut prendre énormément de temps. C'est le cas de Harag, le père de mon personnage, qui a passé plus de 15 ans dans la souffrance et s'est pas rendu compte des dégâts que ça a causé dans la relation avec sa fille. Ouais, un vrai travail sur soi. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de difficultés techniques dans cet ouvrage ? La première chose, ça a été la maîtrise dans le design des personnages, parce que j'ai essayé de leur donner des traits qui sont quand même typiques de la race qu'ils ont. C'est une chose qui me plaisait moins dans les mangas faits par des auteurs japonais, c'est que des fois on apprend par le texte que tel ou tel personnage est d'une race différente et ça ne se voit pas forcément dans le design. Et moi ça c'est quelque chose qui me gêne. J'ai un goût perso là, je juge pas, voilà, mais ça me gênait et j'avais besoin d'avoir vraiment ce trait de caractère. Donc il y a des choses que je fais différemment quand je dessine un orc de quand je dessine un humain. Et surtout au niveau du visage, puisque c'est quand même principalement ça qu'on va voir dans le manga. Donc il faut arriver à trouver un moyen de montrer ça, sans partir dans un trait trop compliqué qui pourrait être assimilé à du comics ou de la BD franco-belge. Ça j'y ai réfléchi parce que j'ai eu un retour sur les deux ouvrages précédents où certaines personnes n'avaient pas bien identifié que c'était du manga que je faisais. Donc apparemment dans mon style graphique il y avait quelque chose qui ne criait pas tout de suite manga. Donc voilà, il fallait que je trouve cet équilibre entre ce que j'avais envie et ne pas tomber non plus dans la caricature de l'auteur français qui reproduit ce que font les Japonais en fait. Donc ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté pour moi, ça a été la mise en scène de combat, parce que jusqu'à présent, j'avais pas fait ça. Donc vous allez être les crash tests là pour les lecteurs. Vous allez me dire si j'ai bien travaillé ou pas. C'est vraiment une dynamique à part le combat, parce qu'il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe tout en gardant de la dynamique. Et la dynamique dans le manga, ça se traite pas par des lignes, une seule ligne, ça va se traiter justement par une multitude de lignes. Et donc il faut pouvoir rendre de la lisibilité tout en ayant ce côté dynamique. Voilà, donc ça a été un vrai défi, ça aussi. Mais voilà, je suis arrivée au bout. Je m'en suis sortie. Donc, oui, c'est très lisible quand on lit le manga. Est-ce que tu veux toujours travailler en solo ou est-ce que tu te vois ouverte à la possibilité de travailler en équipe ? Ça, je suis en train de le tester là actuellement. Il y a donc avec toujours la même maison d'édition Cool Books, Tony, l'éditeur, a écrit une histoire qu'il a proposée aux différents auteurs de la maison d'édition, dont moi. En fait, le principe, c'est un manga collaboratif. Chaque auteur va être le dessinateur d'un seul chapitre. Et donc, voilà, pour moi, c'est un test. Là, j'ai pas écrit le chapitre, mais je vais le dessiner. Donc, je suis en plein dedans là actuellement. Donc, je vais voir si c'est quelque chose qui me convient et que je peux envisager pour plus tard, ou si au contraire je vais préférer rester dans la maîtrise totale de ce que je fais, à savoir l'écriture et le dessin. Voilà. C'est vrai que ça peut être un essai concluant ou pas. En tout cas, on peut rendre hommage à Cool Books parce que Tony vraiment se bat pour sa maison d'édition. Oui, c'est vraiment terme. Et à tous les postes, et il y croit. Ouais. C'est vrai qu'on lui doit Rachel Afterlife, qui a très bien marché aussi. J'ai pas tous les titres en tête, mais ça marche. Il y a The Stairway, ils ont une série de mangas pour jeunes lecteurs de 3 à 6 ans qui s'appelle Lia et Dan. Donc Tony, c'est un explorateur, j'ai envie de dire. Déjà, il est très branché manga français et manga francophone, parce que le marché est saturé de manga japonais, donc il n'y a pas vraiment besoin d'un énième éditeur qui fait du manga japonais. Donc là, pour moi, c'est tout à fait logique qu'il fasse ça. Mais il est vraiment motivé parce que il aime ça vraiment. Il aime le manga de façon générale et il aime le manga français en particulier. Et c'est quelqu'un qui est hyper moteur quand il croit au projet. Il est à fond, quoi. Il est à fond. Combien de temps ça t'a pris pour réaliser ce one-shot ? Parce que tu disais que tu avais pleuré des larmes de sang. Ouais, vraiment, ouais. Là, si je dois prendre vraiment en tout, donc depuis le moment où j'ai commencé à écrire l'histoire jusqu'à ce que je l'ai eu dans les mains, il y a eu 1 an et demi, en sachant que entre-temps, j'ai eu un travail à mi-temps, donc qui m'occupait quand même 20 heures par semaine, 25 avec les temps de trajet. Donc ça a participé au fait que l'exercice a été compliqué. Mais voilà,
1 an et demi. Donc bon, j'ose espérer que le prochain tome, je pourrais le faire en 1 an. Ce serait bien que ça ne prenne pas autant de temps. Effectivement, mais c'est une belle gestation. Ouais, c'est vraiment le terme. C'est vraiment le terme. Parce que le dernier mois de production, c'était du non-stop, c'était un rythme de folie. Mais de vraie folie. Hein. Là, on était sur du... Je commençais à travailler le matin à 10h et je finissais le soir à minuit, 1h du matin. Et j'ai fait ça tout le mois de juillet. Les 2 jours de repos que j'ai eu, c'est 2 jours où je suis partie en salon. Voilà. C'était vraiment du repos. Non, c'était pas du repos. Et donc c'était vraiment le dernier mois le plus intense. Et puis une fois que j'ai eu tout fini, il y a eu comme un baby blues, vraiment le truc de j'ai plus rien à faire, qu'est-ce qui se passe? Je errais chez moi en mode mais j'ai plus rien, mais qu'est-ce que comme une âme. Oui, c'est ça, il n'y a plus rien à faire, je ne sais pas. Et en même temps, bon, il y a la fatigue qui a pris le dessus et j'ai fait quelques chaos techniques sur le canapé. Mais est-ce que tu as souffert de tendinite, de choses comme ça? On dit souvent que les auteurs de BD, de manga souffrent de tendinite. On les voit souvent avec des attelles. J'ai eu de la chance, non. Alors moi, souvent, ce qui se passe, c'est au niveau de l'épaule. J'ai une comme ça, le trapèze, en fait, il se contracte et je fais des nœuds en fait dans le trapèze. Donc c'est ça dont j'ai souffert le plus. Après, je faisais en sorte déjà. Moi, quand je dessine, c'est pas trop le poignet qui bouge, c'est beaucoup plus le coude. Donc, en termes de résistance, le coude il est plus résistant que le poignet. Donc, peut-être que c'est pour ça que je me fais pas trop de tendinite. Et après, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais boire de l'eau, quoi. Des fois, quand on est dans le travail, c'est vrai qu'on oublie ou de s'alimenter ou de boire. Moi, j'ai remarqué que si j'étais suffisamment hydratée, déjà j'avais le corps qui fonctionnait à peu près normalement, donc il y avait moins de douleur. Voilà. Après, j'espère que ça va durer. Franchement, je sais pas si c'est la recette, mais en tout cas pour moi, ça fonctionne suffisamment. Ouais. D'accord. Ok, par un coup de magie, tu as réussi à récupérer tes 2 précédents ouvrages. Est-ce que tu peux nous les montrer? Oui, voilà. Il est tombé, c'est pas grave. Donc j'ai commencé par celui-là qui s'appelle donc Le Carnet du botaniste. Et si vous vous rappelez, voilà, avec la... Effectivement. Hein, on peut voir la différence de voilà, c'est ça. Pareil, c'est un one shot aussi. On est dans un univers plutôt. On est sur c'est un huis clos, donc ça se passe dans une bibliothèque. On est dans le 18e siècle à peu près, mais même l'univers on le voit pas tant que ça en fait. Ça reste plutôt dans des éléments de décor, des choses comme ça. Et on suit une personne qui est atteinte de dyschromie. Donc c'est un terme que j'ai inventé pour l'histoire. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est que ce... Donc pour moi, dans cet univers-là, la dyschromie, c'est des personnes qui ont des problèmes avec les couleurs. Et donc elle est entièrement blanche, c'est-à-dire que les couleurs n'ont aucune prise sur elle, à tel point que si elle mettait la main sur quelque chose de coloré, la couleur s'en irait aussi. Voilà. Ah oui. Donc c'est un répulseur à couleur, on va dire. Quoi. Du coup, elle n'est pas la bienvenue. Eh ben non, Elle est plutôt, comme j'ai choisi de placer ça un peu en arrière dans le temps, je suis partie sur le principe des personnes qui étaient encore un peu superstitieuses ou effrayées par ce qu'elles ne connaissaient pas, et donc elles ont tendance à la rejeter, à la maltraiter, etc. On peut faire un parallèle avec les gens qui sont... Attends, j'ai perdu le mot. Les enfants lune. Il y a les enfants lune, mais il y a aussi les... Albinos. Les albinos. Ouais, j'espère juste qu'ils sont pas aussi maltraités que mon héroïne, par contre. Voilà, j'espère pas. Là, après, pour les quelques albinos que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie, pour moi, ils avaient de la couleur. Parce qu'ils avaient quand même les yeux bleus. Les cheveux, même s'ils étaient très clairs, ils n'étaient pas blancs comme une feuille de papier. Là, il faut s'imaginer que Opaline, mon héroïne, est blanche comme une feuille de papier, vraiment, quoi. Ouais. Et donc, comme elle est rejetée, maltraitée, elle a trouvé refuge dans une bibliothèque et elle est devenue la Cendrillon de cette bibliothèque. Je dis Cendrillon parce qu'elle reste maltraitée par la bibliothécaire, donc on voit ici en arrière-plan. Mais voilà, c'est on va dire l'entre-deux qui lui convient. Elle est maltraitée par une seule personne et non pas par tous les passants qu'elle peut croiser dans la rue. Et elle a quand même, c'est moins pire, voilà. Et elle a quand même une manière de s'évader puisqu'elle a accès aux livres et qu'elle peut lire et donc voilà, oublier son quotidien par la lecture. Et sa vie va être comme ça, la vie de Cendrillon, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre. Alors, je sais pas si ça va bien ressortir à l'écran. Voilà, donc Bazel, qui lui est dyschromique aussi, mais lui à l'inverse d'elle, il attire les couleurs. Donc dès qu'il va toucher quelque chose de coloré, il va absorber cette couleur.
lui aussi, ça lui pourrit la vie. Et à l'opposé de Opaline, lui, est à la recherche d'un moyen de redevenir normal, de se défaire. Donc pour lui, c'est une malédiction. Moi, j'ai pas trop décidé si c'était une malédiction ou pas. Je me suis pas posé la question, mais lui, en tout cas, il considère ça comme ça. Et il a entendu parler d'un certain carnet du botaniste dans lequel il y aurait des informations sur la dyschromie et sur éventuellement comment s'en débarrasser. Et c'est comme ça que ces deux personnages, à la différence similaire, mais à l'approche différente, se rencontrent. C'est hyper original, hein. C'est parti de la flemme que j'ai de faire la couleur. Ça a été la motivation. J'avais un exercice d'écriture à faire. Il fallait écrire une petite histoire et en faire un séquencier. Donc le séquencier, c'est des illustrations des moments principaux de l'histoire. Et ce séquencier devait être en couleur. Et on n'avait pas énormément de temps pour faire ça. Moi, je me suis dit, j'aime pas faire la couleur. Comment je peux essayer de trouver un moyen de faire qu'il y ait le moins de couleurs? Le personnage blanc, ok, il va évoluer dans une bibliothèque blanche. Ok, pas de problème. Et après, l'exercice d'écriture fait que pourquoi ce personnage est blanc et l'imagination fait le reste. Voilà. Tu nous montres quelques planches? Oui. Alors j'avais fait les 2 premières pages en couleur parce que les petits retours que j'avais eu sur la première version, on me disait qu'on ne comprenait pas vraiment bien à quel point elle était blanche en fait. Donc voilà, j'ai fait ça. Avec en noir et blanc. Ouais, c'était la petite difficulté. C'était un challenge aussi ça, le personnage blanc et noir dans du manga. Mais hop, voilà, Basalt. Et sympathique. oui, il est chou. Il est chou aussi. Et je sais pas si je peux voir un petit peu comment, et notre héroïne qui se fait régulièrement baffer. Voilà. Je monte pas plus parce qu'après sinon ça va spoiler. Voilà, donc ça c'est le premier, 64 pages. Et le second, donc là, les enfants de Thoth. Après, a priori, l'univers est assez évident. Oui, on est en Égypte antique. Voilà, donc moi je suis une grande fan d'Égypte antique. Donc voilà, c'était pas très compliqué de créer l'univers. Je l'ai écrit très vite après le carnet du botaniste. Et là, j'avais besoin, une fois que j'ai fini le carnet du botaniste, j'avais eu besoin de trouver une héroïne qui était plus fonceuse, moins passive dans sa façon d'être. Et donc l'histoire de Katibisi, l'héroïne ici, est arrivée sur fond de c'est une personne qui sait depuis l'enfance ce qu'elle veut faire. Elle est convaincue que les dieux lui ont décerné une voie et qu'elle est destinée à devenir scribe. Ça c'est son objectif. Plutôt comment on appelle ça, un métier d'homme à l'époque. Alors c'est le cliché que j'avais en tête, et après avoir écrit cette histoire, j'ai appris que non, les femmes en Égypte antique avaient accès à absolument les mêmes peuples. Ouais, c'était très mixte, oui, c'est ça, mixte. Et ça partait du principe que ce que les Égyptiens antiques appelaient pharaon, ce n'était pas seulement l'homme qui portait la couronne, mais le couple royal, en fait, l'homme et la femme. Et donc, du moment que pharaon pouvait être aussi bien homme ou femme, tous les autres postes pouvaient être masculins et féminins. C'est vraiment une révélation. Ouais, vraiment. Bon, je l'ai su qu'après avoir écrit l'histoire. Donc bon, voilà. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, comme j'avais pas cette information, on est sur quelque chose d'un petit peu de l'ordre du féminisme, très léger. C'était pas l'objectif au départ. Elle va se heurter à la tradition, la tradition en particulier dans sa famille, qui désigne les aînés, les enfants aînés comme héritier, merci, j'avais pu le sortir, du poste de leurs parents. Donc le père, lui, est scribe royal, il travaille directement avec Pharaon, et celui qui va hériter du poste, c'est le frère aîné de Katibisi, et non pas elle. Et donc voilà. Ça la met en rage. Ah oui, c'est gênant. Après, c'est pas comme Odan, elle est pas colérique, Katibisi, c'est quelqu'un qui est érudit, et donc très très intelligente, et qui va plutôt, même si elle est un peu fougueuse parce qu'elle est adolescente, qui va quand même réfléchir avant d'agir, essayer de trouver. Mais elle va relever le challenge. Oui, quand même. Ouais. Oui, parce qu'elle est convaincue que les dieux l'ont désignée. Donc elle a une destinée dans le sens Odyssée d'Homère. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Voilà. Tu nous montres quelques. Oui, j'ai pas. C'est vrai. Donc j'ai commencé la petite scène d'ouverture. Je me suis fait plaisir. Voilà, histoire de. Tu te fais plaisir. Tu connais bien. C'est ça. Et puis après, voilà, mon personnage qui vit sa vie, on va dire. On travaille dessus. Oui, après, moi j'ai le recul maintenant, donc il y a plein de choses, je me dis, c'était pas ça qu'il fallait faire.
Ouais. Et après, je pense que ça va commencer à spoiler. Donc. Écoute, c'est super intéressant. Franchement, les deux univers, je les trouve super chouettes. Ouais, je me suis régalée. Tu vois, dans l'immensité du choix qu'on a du côté japonais, eh ben, tu vois, ça, on ne trouve pas forcément. Ben, après, je pense que c'est normal parce que les Japonais ont les univers qui vont leur parler à eux. Et nous, en tant que Français, on a d'autres univers qui vont plus nous parler. Et c'est ce que je trouve chouette, c'est que du coup, finalement, on va pas vraiment se marcher sur nos plates-bandes, quoi. Chacun fait sa sauce. Et le manga français aura, je pense, sa place à l'échelle mondiale. Je pense. Il y a plein de belles œuvres, plein de collègues. Et on a la chance d'avoir des collègues auteurs qui ont ouvert la voie un peu déjà à l'international. Donc voilà, moi je me fais pas trop de soucis pour l'avenir du manga français, ça va s'ouvrir justement parce qu'on a des sujets ou des univers qui sont différents de ce que propose le Japon, donc ça va permettre de varier encore plus les... Et de s'ouvrir aussi au marché japonais, puisque à l'instar de Kiyun par exemple, propose des œuvres françaises aux Japonais et ils ont l'air d'adorer ça. Ben oui, parce que je pense que c'est nouveau pour eux, donc il y a ce côté, voilà, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, on est plus dans, alors je vais prendre les clichés, on n'est plus dans le shonen classique du jeune héros qui n'a pas exactement une super vie au début, voilà. Je dis ça et puis bon, enfin, si on peut le retrouver dans certaines œuvres françaises aussi, mais pour moi le shonen c'est vraiment l'archétype du manga, quoi, c'est, en fait. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu le même schéma narratif aussi. Voilà. Là, peut-être qu'en étant français, en ayant un mode de production différent des Japonais, parce que les Japonais sont contraints de passer par l'industrie du manga qui n'est pas du tout ce qui se passe ici en France, peut-être que ça nous permet à nous d'explorer d'autres façons de raconter des histoires. On ne va pas réinventer le genre, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais sur le plan narratif, peut-être que nos héros peuvent ne pas forcément passer par les mêmes classiques. Voilà, tout d'un coup, il découvre qu'il a une destinée extraordinaire, il va affronter son premier ennemi, il va le vaincre parce qu'il faut qu'on montre qu'il est extraordinaire. Après, le second ennemi, il va se prendre une tanche pas possible et il va falloir qu'il parte s'entraîner pendant 1000 ans. Enfin, ouais, c'est ce schéma dont je parlais dans le shonen qui revient trop souvent. Peut-être que des auteurs français pourraient trouver un autre moyen de raconter des histoires d'aventure tout aussi trépidantes, mais sans forcément passer par ces points qui sont devenus, à mon sens, trop classiques. Du genre. Ouais. C'est super. Merci Maëlys. Mais merci. On souhaite une belle aventure et une belle continuation à Odan et tous ses amis et on te souhaite un très beau succès. Merci beaucoup. Merci, j'espère. J'y crois fort en tout cas. Merci, au revoir. Merci, au revoir.